Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour, c'est Niels. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons nous intéresser à Internet, et plus précisément à la naissance du web, qui a eu lieu ici à Genève. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir James Gillies, docteur en physique et conseiller en communication au CERN. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, je suis James Gillies. J'ai travaillé presque 40 ans au CERN. Je suis maintenant à la retraite. J'ai commencé en physicien et puis j'ai basculé dans la communication publique pour la plupart de ma carrière. Expliquez-nous ce qu'est le web et ce que signifie ce mot. Le web, donc pour être technique, c'est une manière d'accéder à l'Internet, accessible à tout le monde qui a accès à un ordinateur et une connexion à l'Internet. Pourquoi le web est-il né au CERN? Racontez-nous son histoire. Si je veux raconter l'histoire du web, il faut remonter très très loin dans le passé parce que le web est une technologie qui est basée sur trois autres technologies. Donc l'Internet, qui existe depuis des années 70, mais ses origines remontent aux années 50 même. Puis l'hypertexte, qui est la manière de cliquer sur les liens pour aller d'un document à un autre. Et puis les ordinateurs personnels. Et c'était dans les années 80 que je suis allé au CERN pour la première fois en tant qu'étudiant. Et au CERN, tout le monde avait un terminal connecté à l'Internet sur leur bureau. Le CERN était vraiment branché à l'Internet. L'hypertexte existait déjà, mais il y avait un paradigme qui disait qu'on ne pouvait pas avoir des liens cassés. Donc les gens essayaient de faire des systèmes parfaits. Et donc toutes les technologies de base étaient là. Et puis il y avait une espèce de génie au CERN qui a remarqué qu'il y avait plein de différents types d'ordinateurs avec beaucoup d'informations dessus et qui se parlaient pas. Donc il a mis ensemble Internet, les ordinateurs et les liens hypertextes et il l'a nommé le World Wide Web. Parlez-nous de Tim Berners-Lee et de Robert Cailliau, les deux personnes qui ont développé le système d'information devenu le web. Tim et Robert sont des personnages très très différents. Donc Tim, il a un cerveau qui marche beaucoup plus vite que sa voix. Quand tu parles à Tim, il saute chaque deuxième mot. Il est très idéaliste, donc quand il a inventé le web, il pensait que du positif. Il a écrit un document en mars 89 que personne au CERN ne comprenait. Il l'a présenté à son chef. Son chef a écrit vague mais excitant, vague but exciting en anglais, et puis il l'a mis dans un tiroir et on n'en parlait plus. Tim, il a redonné le même document un an plus tard, il a juste barré le 89, il a mis 90, et puis il a rencontré Tim, parce que le chef était un ami de Robert. Robert est quelqu'un qui est très ordonné, ses pensées sont très rigides, très ordonnées. Il a pris le document de Tim, il a réécrit dans une manière compréhensible aux gens du CERN. Il a dit, voilà le projet, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a besoin, et c'est ce qu'on va livrer. Et c'était seulement à partir de ça que le chef de Tim lui a acheté un ordinateur où il a commencé à rédiger les logiciels du web. Comment était l'ambiance? Moi, je les connaissais pas à ce moment-là. J'étais toujours chercheur, donc j'ai vu vraiment dans un couloir, il commençait à avoir des tables avec les ordinateurs dessus et les jeunes qui tapaient jour et nuit, et j'ai appris plus tard que c'était les gens qui étaient en train de développer les logiciels du web. Donc je pense que l'ambiance à l'époque devait être très excitante, très positive pour l'avenir, pour les choses positives que le web pouvait amener aux gens. En 93, le CERN a pris la décision de rendre public le web, libre et libre de droit. Pouvez-vous en dire plus à ce sujet? Si vous remontez aux origines du CERN, la convention, donc le traité qui gère le CERN, dit que le CERN doit publier tout de manière publique et accessible. Donc c'est ce que le CERN a toujours fait. C'était pareil pour le web. C'était dans l'ADN du CERN de faire ça. Et en plus, Tim voulait vraiment faire ça aussi, Berners-Lee, parce que à l'époque, c'était pas la seule technologie d'accès libre à l'Internet. Il y avait des autres qui étaient plus avancées. Un en particulier s'appelait Gopher et c'était inventé à l'Université de Minnesota aux États-Unis. Et c'était beaucoup plus grand. L'université a organisé une conférence Gopher, il y avait 1000 participants. C'était en 81, si je me trompe pas. Et puis l'université a décidé de faire payer les gens pour acheter les serveurs. Gopher est mort tout de suite. Et Tim a dit, le lendemain, il est entré, il a vu le petit clignotant sur son ordinateur clignoter tous les 2 secondes parce que chaque fois que ça clignotait, c'était quelqu'un qui téléchargeait les logiciels du web pour développer le web. C'était dans l'ADN, mais c'était aussi quelque chose qui était très important pour l'inventeur aussi.
Comment on pourrait expliquer, selon vous, le succès qu'a eu le web par la suite? Le web a eu un grand succès parce que je pense que le temps était prêt pour ça. À cette époque, l'Internet devenait plus accessible. C'était déjà présent dans toutes les universités du monde. C'était un outil académique très important. Et si c'était pas le web, il y aurait eu quelque chose d'autre, je suis sûr. Mais ce qui est important, c'est le fait que le CERN a mis à disposition du monde gratuitement. Sinon, je pense qu'il y aurait un Microsoft Web ou un Macintosh Web. Il y aurait plusieurs différents qui ne se parlaient plus. Pour Tim, c'était très important que toutes les technologies du web se communiquent entre eux, que le web soit ouvert. Comment voyez-vous l'évolution du web depuis sa création et y a-t-il des développements qui vous ont surpris? Il y avait des gens au début du web qui avaient des soucis. Il y avait des gens comme Caillou, en fait. Il a écrit les documents à l'époque qui avertissaient contre les effets potentiels néfastes du web. Et c'est ce qu'on a vu. Tim Berners-Lee, il a voulu que ça améliore les choses. Il a dit les choses comme avec le web, tout le monde recommence à lire. Il a vu ça. Il a pensé de la communication, des choses qu'on peut faire sur le web qui faciliteraient la vie. Mais c'est sûr qu'il y a des aspects négatifs et positifs. C'est comme ça avec toutes les nouvelles technologies et ça remonte à la société de gérer ces technologies afin qu'il soit pour le bon et pas pour le pire. Est-ce que vous y avez un souvenir marquant ou une anecdote personnelle en relation avec Tim Berners-Lee ou Robert Caillou? Alors, quand j'ai quitté le CERN 2 ans, j'ai travaillé à Paris 2 ans. Quand j'étais au CERN, le web était inventé. J'ai des souvenirs des gens qui travaillaient dans le couloir et j'ai le souvenir d'utiliser ce qu'ils appellent le Line Mode Browser. Donc, c'était un browser qui avait pas de graphique, rien du tout. Et il fallait taper un numéro pour passer de page en page. Mais j'avais des souvenirs de ça. Et puis, j'ai passé 2 ans à Paris. Et quand je suis revenu au CERN, j'ai rencontré Caillou. Il a dit, il faut écrire l'histoire du web. Et donc, c'est ce qu'on a fait ensemble. Et je suis allé aux conférences web. C'était 93, je pense, à Toronto, au Canada. Et c'est là où j'ai rencontré Tim, dans un restaurant Movenpick à Toronto où j'ai mangé saucisse de veau. Et j'ai un souvenir de ça parce qu'il a dit, quand il a créé le web, il voulait créer quelque chose qui organisait l'information pas dans un système hiérarchique comme les ordinateurs, mais comme le cerveau. Et il a dit, vous allez se souvenir toujours du fait que vous avez mangé avec Tim Berners-Lee dans un Movenpick à Toronto et vous avez mangé saucisse de veau. Et il a raison. Il n'y a pas de logique qui relie les choses, sauf c'est juste la manière que le cerveau humain organise les informations. Je pense que cette anecdote parle beaucoup de Tim, en fait. Qu'est-ce que vous pensez du piratage? C'est un gros problème. C'est très difficile. Le plagiarisme sur le web est aussi un grand problème maintenant. J'ai 3 filles à l'université. Quand ils soumettent leurs devoirs, ils sont testés par des systèmes d'intelligence artificielle pour voir s'ils sont similaires aux autres choses qui sont déjà publiées. Donc, c'est difficile, mais c'est une espèce de guerre entre les pirateurs et les gens qui essaient de maîtriser le web pour le monde. Mais Tim Berners-Lee, il n'avait pas du tout prévu ce côté mauvais du web. Ou bien il y avait une petite idée quand même. Je pense que Tim a toujours été optimiste. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est pas quelqu'un que je connais très bien, mais je pense que chaque fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé optimiste. Et il vient de sortir un livre où il parle de la vision originale du web et il veut ramener le web à sa vision originale. C'est évident, il avait des collaborateurs qui ont vu les possibilités négatives, mais il a pensé que l'humanité allait utiliser le web pour les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Si le CERN n'avait pas fait le web, ça aurait été fait ailleurs. Il y avait déjà les systèmes comme AOL à l'époque ou payants pour accéder et partager l'information sur l'Internet. Donc je pense que la version CERN est une bonne version de l'accès Internet. Et après, en 1994, Tim a quitté le CERN. Il est allé à Boston où il gère toujours un consortium de vendeurs qui créent les technologies pour le web afin d'assurer que tout soit interopérable. Donc je pense que la version CERN est peut-être la meilleure version de l'accès Internet qui était possible, la version de Tim Berners-Lee. J'ai une formation en physique des particules et j'ai toujours été intéressé par la communication et la vulgarisation de la science parce que je pense qu'on vit dans un monde qui est dominé par la science et la technologie. Il faut avoir quand même une certaine connaissance. Et donc, quand Caillou m'a proposé d'écrire un livre sur le web, j'ai pensé, bon, ça va pas être très intéressant, mais ça sera publié et puis ensuite je peux écrire le livre sur la physique des particules. Et ce que j'ai trouvé par contre était que c'est un sujet absolument passionnant, peuplé de gens qui sont très optimistes. Donc les gens qui ont pensé depuis les années 50 même que de faire parler les ordinateurs entre eux améliorait le monde. Donc Tim faisait partie de cette longue tradition. Donc j'aurais pu parler des origines de l'Internet parce que sans Internet il n'y a pas de web. Il y a un mythe qui dit que l'Internet est une création militaire des Américains. C'est pas vrai. L'Internet a été créé par une agence créée par Eisenhower en 58 qui s'appelle Advanced Projects Research Agency.
Et l'argent venait du département de défense, mais les chercheurs étaient des chercheurs dans les universités. Et eux, ils ont créé un réseau aux États-Unis qui utilisait un protocole qui s'appelle TCP/IP, qui est le protocole d'Internet, qui est basé sur un système qui s'appelle packet switching. Donc, c'est-à-dire, on coupe les informations dans les petits paquets, on envoie les petits paquets. C'était inventé en 2 endroits au même temps, complètement indépendamment, aux États-Unis, par le fils d'un émigré, Paul. Il travaille dans une agence de recherche en Californie. Il a vu l'Empire soviétique et l'Empire américain avec leurs armes nucléaires et des réseaux de télécommunications destructibles facilement. Et il a voulu créer un système de télécommunication plus robuste afin d'enlever la tentation d'envoyer un missile pour avoir un avantage, détruire le système de télécommunication. Donc il a inventé ça. Il s'appelle Paul Baran. Et puis un autre qui était en Angleterre, et c'était une échelle beaucoup plus petite, le laboratoire national de la physique, il a voulu juste améliorer l'efficacité des réseaux dans le laboratoire. Et pour lui, packet switching voulait dire que si quelqu'un avait une thèse à envoyer et quelqu'un d'autre avait juste un message en disant « Est-ce que vous voulez venir boire un café ?» Le boire un café s'intègre dans la thèse et il ne doit pas attendre. Baran l'a fait parce qu'il a pensé si on avait un réseau de communication distribué et s'il y a un node qui tombe en panne, le message peut trouver des autres chemins à travers le réseau et être reconstruit à la fin. Baran était quelqu'un qui a voulu améliorer le monde. La personne qui a inventé packet switching au Royaume-Uni s'appelle Donald Davis. Je l'ai rencontré et j'ai trouvé aussi une personnalité très comme Tim Berners-Lee, qui ont visionné un monde qui était meilleur parce que les ordinateurs pouvaient se parler entre eux. Donc l'histoire du web est plein de gens qui pensent comme ça. Les entretiens de Synergie Mag. L'Internet est une invention française parce que le premier vrai réseau de réseaux s'appelait Cyclade et c'était créé par un Français qui s'appelle Louis Pouzin. Et le Minitel, qui était très grand en France à l'époque, est une invention britannique. Ce qui est vrai. Mais les Anglais l'ont pas utilisé, les Français ont utilisé. Les Britanniques, ils ont mis les terminaux dans les bureaux de poste. Ils appelaient ça Prestel, mais les Français ont distribué les terminaux Minitel au lieu des annuaires téléphoniques. Le Minitel, pourquoi il s'est arrêté? C'est une très bonne question en fait, parce que tout le monde avait un terminal Minitel en France. Point de vue graphique, c'était très rudimentaire. Mais au moment que le web est arrivé, ils étaient en train de travailler sur un Minitel haute définition. Donc, et le Minitel avait des avantages sur le web parce que c'était utilisé pour le commerce. Et c'était sécure parce que c'était une monopole, ça appartenait au PTT. Donc les gens avaient confiance au Minitel avant qu'ils avaient confiance au web. Et ça a ralenti en fait aussi le web en France parce que tout le monde avait le Minitel. Donc oui, si les choses avaient été différentes, mais là, c'est comme je disais avant, donc sans le web, il y aurait le Minitel en France, c'est des autres systèmes qui ressemblent au web, mais qui ne sont pas les mêmes parce qu'ils sont du propriétaire. Les entretiens de Synergie Mag. En tant que communicant, comment voyez-vous le futur de la communication scientifique? Et le web continuera-t-il de jouer un rôle central là-dedans aussi? Je pense que le web continuera à jouer un rôle très central dans la communication scientifique parce que dans le domaine de la physique des particules, déjà dans les années 80-90, les collaborations étaient très internationales et très grandes. Donc l'expérience que je travaillais dessus quand j'étais postdoctorant, des dizaines d'universités dans plusieurs pays et 300 personnes. Maintenant, on parle de 3000 chercheurs répandus dans tout le monde. Donc ce serait impossible de travailler sans le web, je pense. Beaucoup plus difficile pour travailler sans le web. Le web a aussi changé la manière de publier en science. Et ça continue à évoluer aussi parce que déjà dans les années 90, les gens pouvaient publier ce qu'ils appellent les preprints, donc c'est avant l'apparition dans les journaux et avant la révision par des pairs sur les serveurs de preprints et tout le monde pouvait regarder ça. Donc ça a déjà changé. Maintenant, le web facilite un basculement d'un système où les chercheurs produisent l'information et puis donnent leurs informations aux journaux et il faut acheter les journaux. Maintenant, les laboratoires comme le CERN payent les journaux pour publier et puis les journaux sont ouverts pour tout le monde voir. Donc là, ça s'appelle Access ouvert, donc la publication Access ouvert. Et c'est quelque chose qui a beaucoup été facilité par le web aussi. Les entretiens de Synergie Mag. Merci James Gillis pour cette entrevue passionnante. Je vous en prie. Les entretiens de Synergie Mag. C'était les entretiens de Synergie Mag. À bientôt pour un nouvel épisode.